Veuillez vous asseoir. Monsieur le professeur et chers collègues, mesdames et messieurs les membres du personnel scientifique et administratif de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités, l'un des objectifs que s'est assigné la Constitution du 18 février 2006, c'est d'assurer une gouvernance politique par les institutions légitimes. Le Constitution rappelle à cet effet que depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques et récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Dans le même cadre, et en rapport avec l'organisation et l'exercice du pouvoir, un point d'honneur est placé sur l'instauration d'un état de droit, la lutte contre toute tentative de dérive dictatoriale et l'alternance démocratique au pouvoir. La Constitution confie en son article 211 à la Commission électorale nationale indépendante la mission d'organiser le processus électoral, notamment l'enrôlement des électeurs, la tenue du fichier électoral et l'organisation des opérations de vote et d'élection. Modifiée le 19 juin 2011, la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 reconnaît à la Commission électorale nationale indépendante la mission d'organiser en toute neutralité et impartialité les scrutins libres, démocratiques, transparents, et à découper les circonscriptions électorales au prorata des données démographiques actualisées. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'histoire politique et administrative de notre pays de ces 3 dernières décennies renseigne que le recensement de la population, du reste partiellement réalisé, date de 1984. Les 3 cycles électoraux organisés respectivement en 2006, en 2011 et en 2018 l'ont été, non pas sur la base du recensement de la population, mais bien des trouvailles techniques et administratives, consensuelles et circonstancielles d'identification et d'enrôlement des électeurs. La fiabilité de cette ingénierie politique a été constamment remise en cause dans une société traumatisée par l'histoire de guerre, facticide et portée par une logique permanente de doute et de contestation des résultats électoraux. Fort de cette expérience, peu réluisante, mais justifiée par les circonstances de l'époque, la nécessité de disposer d'un fichier national d'état civil solide, centralisé et sécurisé se fait sentir, dans la mesure où toutes les politiques publiques ne peuvent valablement être élaborées et exécutées avec efficience que moyennant la maîtrise rationnelle des données démographiques de la population. Il s'agit donc de discuter de l'impérieuse nécessité de fournir une identité individuelle à chaque Congolais de sa naissance, lui permettant tout au long de sa vie d'accéder à l'éducation, à la santé, ainsi qu'aux différents services publics. Un tel mécanisme d'enregistrement continu d'informations
individuelle permettrait à coup sûr de disposer des données agrégées sur l'ensemble de la population pour la mise en œuvre et le suivi des politiques nationales. Mesdames et messieurs du Sénat d'invité, l'identification de la population est la clé de voûte du développement, tant elle oblige à établir des données statistiques et socio-démographiques pertinentes à l'élaboration d'une stratégie nationale de développement individuel et collectif. Au-delà de la maîtrise administrative de la population, une identité civile apparaît comme un vecteur d'inclusion, de réconciliation et de cohésion nationale dans un État à forte tension politique, sur fond de suspicion d'usurpation d'identité nationale. Le recensement de la population vise donc à garantir à chaque ressortissant national et à chaque résident au Congo une identification claire, un statut correspondant afin de limiter les velléités des fraudes, mais surtout pour servir de fondement de politique publique efficiente. Une fois constitué, le fichier électoral sera-t-il déduit du fichier national d'état civil, et ce, sans difficulté technique ni exigence financière majeure. Mesdames et messieurs du Sénat d'invité, au regard de l'importance soulignée de la question, la faculté de droit de l'Université de Kinshasa a cru utile d'organiser cette journée scientifique in tempore non suspecto, afin de participer au débat citoyen sur la qualité de la gouvernance politique dans notre pays et de mesurer l'impact sur le choix des dirigeants et leurs politiques publiques. Dans le cadre de cette activité essentiellement scientifique, il a été fait appel à l'expertise des universitaires, juristes et démographes ayant une notoriété sur les thématiques retenues et aux techniciens, mieux aux praticiens, dont les activités ou fonctions ont un lien direct avec l'une ou l'autre thématique envisagée. Il s'agit pour la première thématique consacrée à l'identification de la population et la problématique de la citoyenneté, du professeur Elie Ndoumba Kabeya de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa et de M. Richard Inougantoumba, directeur de l'Office national d'identification de la population. Pour cette thématique, les intervenants devront nous indiquer clairement la différence entre l'identification, le recensement de la population et la citoyenneté. L'influence de l'une ou l'autre notion sur la participation politique est également attendue. Se rapportant à l'enrôlement des électeurs et la cartographie électorale, la deuxième thématique sera développée par le professeur Jacques Joly Essenekeli de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, qui devra établir une relation claire et précise entre l'enrôlement des électeurs et la fiabilité du fichier électoral. M. Corneille Nanga Boubedouo, président de la Commission électorale nationale indépendante, devra quant à lui nous fournir des éléments essentiels de la cartographie électorale en rapport avec la légitimité des gouvernants. L'intervenant pourra nous éclairer sur la possibilité d'organiser concomitamment le recensement de la population et l'enrôlement des électeurs sans que cela n'impacte sur le respect de délais impératifs à la tenue du prochain cycle électoral. Recensement comme indice de développement est la dernière thématique de cette journée qui sera abordée par le professeur Bernard Lututa-Labombassi, recteur honoraire de notre université, et M. Serge Bokouma, directeur général de l'Institut national de la statistique.
L'un et l'autre tenteront d'établir un lien entre le recensement de la population et le développement en République démocratique du Congo. Ils pourront indiquer l'utilité du recensement de la population pour notre pays et les possibles bénéfices que chacun de nous peut en tirer. Cette combinaison d'expérience et d'expertise permettra, je l'espère bien, de faire date dans la participation de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa à l'une de ses missions essentielles, à savoir le service à la communauté. Je voudrais pour mémoire rappeler qu'à la prise de mes fonctions en qualité de doyen de faculté, c'était le 3 octobre 2020, et lors de mon allocution d'investiture devant le conseil des facultés, j'avais pris l'engagement d'ouvrir notre faculté au monde à travers l'organisation des activités scientifiques et notamment les conférences et autres forums avec la participation des institutions publiques et des structures privées ayant un lien avec la mission de la faculté. Cette journée scientifique en est une belle illustration. C'est donc pour moi un réel plaisir d'accueillir dans cette salle mythique de promotion Monseigneur Luc Julon de l'Université de Kinshasa l'ensemble des participants à ces travaux qui ont vocation de participer au débat républicain sur les enjeux majeurs de la gouvernance politique dans notre pays. Je ne peux m'empêcher de vous exhorter à la réflexion froide, objective, sans passion ni émotion, sur ce que représente et peut représenter pour chaque Congolais et l'ensemble de la communauté nationale la question de l'identification pour la gouvernance politique de la République démocratique du Congo. Au nom de la faculté de droit et au mien propre, j'adresse la bienvenue à tous et à chacun et souhaite de plein succès aux travaux de ce jour. Je vous remercie. C'est important de tendre le décor des deux panels dont j'ai le privilège et l'honneur de présider. La thématique générale de cette journée est éminemment politique. Mais le discours politique précède toujours le construit juridique, tout en précisant par ailleurs que le politique et le juridique sont souvent liés, ils se copénètrent, ils sont imbriqués. C'est tout à l'honneur de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa d'organiser cette journée scientifique pour éclairer la lanterne. Elle retrouve là sa place pour que l'intelligence juridique serve à la politique pour construire et consolider une démocratie congolaise en perte de temps. Les deux sous-thèmes pour lesquels il m'a été demandé d'assurer la présidence ont été rappelés. Premier terme, recensement de la population, les problématiques de la citoyenneté, enrôlement des électeurs et cartographie électorale. Ces deux sujets font l'objet d'actualité. Ils sont d'une complexité telle que, dans un contexte de crise politique latente, leur perception et compréhension sont difficiles pour les non-initiés qui s'adonnent presque chaque jour, à travers les médias et les réseaux sociaux, à des interprétations pseudo-juridiques, ajuridiques, embrouillant ainsi la population. Il était donc temps de recourir à l'intelligence juridique, celle-ci étant veilleuse de la nation. Le recteur de l'université a rappelé tout à l'heure, c'est l'une des missions de l'université à travers son unité d'enseignement et de recherche qui est la faculté de droit. Alors, ce retour à la science, à la vraie science du droit, doit être considéré comme un motif de fierté pour sortir des débats rationnels et débridés. Comme vous le constatez, ces deux sous-thèmes relèvent du droit constitutionnel classique. Ce droit est l'essence même
de la politique. Cependant, je me permets, avant d'accorder la parole aux panélistes, de dire que si l'étude du droit constitutionnel a successivement été centrée sur la vie politique et sur les institutions, puis sur les mécanismes juridiques et juridictionnels d'encadrement de la vie politique, c'est à une vision équilibrée des rapports entre le politique et le juridique qu'il convient aujourd'hui de répondre. Cette journée des scientifiques s'inscrit donc très largement dans la perspective de cet équilibre qu'il faut avoir. Ceci nécessite une vision réaliste qui conduit par exemple, à considérer que la démocratie, aussi souhaitable soit-elle, ne constitue pas nécessairement le point d'aboutissement de l'histoire universelle. Et la vision humaniste qui rappelle les valeurs dans lesquelles sont ou doivent être enracinées les règles et les principes qui gouvernent les États. Ces valeurs et principes nécessitent de veiller à conserver la clarté et le caractère didactique des interventions des acteurs politiques qui distillent subtilement des hérésies qu'une grande partie de la population suit. Ce faisant, la perception à avoir de ces questions complexes et délicates est de s'inscrire dans un chemin qui s'écarte à la fois des visions doctrinaires trop abstraites du droit et celles qui ignoreraient la part des principes dans le droit. D'abord, le recensement de la population et la citoyenneté sont des éléments qui relèvent de la souveraineté des États. En effet, l'État est la forme institutionnalisée du pouvoir politique et l'instrument d'affirmation de sa souveraineté aussi bien au plan interne qu'au plan extérieur. Mais l'État est constitué de trois éléments. Un élément matériel, sous la forme d'un territoire, un élément personnel, sous la forme d'une population, un élément formel, sous la forme d'autorité étatique. Le recensement et la citoyenneté participent de l'élément personnel. Ils sont immatériels, mais profondément cognitifs pour confirmer l'appartenance à un État. L'enrôlement des électeurs et la cartographie électorale constituent des éléments juridiques de confirmation de l'appartenance à un État pour l'exercice des droits et libertés fondamentaux constitutionnellement reconnus aux populations, c'est-à-dire aux citoyens. En effet, si l'étude de ces droits n'a pas vocation à aspirer celle d'un ensemble du droit constitutionnel, ils en constituent un versant qui ne peut être aujourd'hui ignoré par ceux qui abordent le droit constitutionnel. Et le Congo est parmi les pays où le droit constitutionnel est étudié par tout le monde, les maçons, les couvriers, les infirmiers, alors même qu'il s'agit d'un enseignement technique et pratique. Ceux qui savent maîtriser le droit et l'utiliser à des fins stratégiques par l'intelligence ont su construire des États solides. Et c'est peut-être là que nous avons cheminé après la réflexion de cette journée. Je vous remercie. Lui-même, en tant qu'acteur, il a commencé par rappeler comment le recensement a été réalisé depuis l'Antiquité, 10e siècle, puis en Égypte, jusqu'à l'heure actuelle, et il a terminé avec la discussion qu'il faut avoir entre la citoyenneté et la liberté, qui sont deux notions à ne pas confondre. Et je crois qu'il y aura le temps de répondre aux questions du débat. À l'université de Liège, donc j'aurais bien voulu le féliciter, il vient de quitter. Monsieur le doyen de la faculté de droit, que j'ai eu aussi l'insigne honneur de côtoyer au ministère de l'Intérieur, alors qu'il y était comme Dikaba. Chers invités,
surtout avec beaucoup d'émotion, chers camarades O. Parce que ce qui est vrai, même si j'ai terminé à l'Université de Liège, j'ai eu le privilège de passer 8 mois à l'UNIKIN, PPM, Faculté de Sciences. Donc 40 ans après, c'est la toute première fois que je viens. J'ai eu beaucoup d'émotions en entrant ici. Je ne voulais même pas aller au bureau du doyen. Je suis monté, j'ai regardé les gens, j'ai regardé la salle. C'est beaucoup d'émotions. Donc, on ne dit pas cher camarade O, je sais bien qu'on dit camarade O. Voilà. Donc, on n'a pas oublié. Alors, j'aimerais aussi remercier les organisateurs parce qu'ils ont eu la bonne stratégie de laisser passer un professeur avant moi. Et le professeur s'est chargé de vous donner toute la théorie possible par rapport à ce que je vais vous dire. Et en tant que directeur général de l'Office national d'identification de la population, moi je veux passer à la pratique. Garder la théorie, c'est une très bonne théorie qui vous a dit tout. Et j'aimerais vous dire déjà d'avance, c'est qu'au-delà du citoyen, le directeur général de l'ONIP aimerait parler à travers vous à toute la population congolaise. L'ONIP, qui est, comme je vous ai dit, l'Office national d'identification de la population, a été créé par décret du Premier ministre Adolphe Muzito en 2011. Les premiers mandataires de l'ONIP ont été nommés en 2014, en décembre 2014. Et nous avons eu l'honneur et le privilège d'être nommés par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, depuis le mois de juin 2020. Donc, un peu plus d'une année maintenant. L'ONIP a été créé avec 5 missions. 5 missions précises, dont 3 essentielles. La première mission de l'ONIP est l'identification systématique et effective de la population. La deuxième mission de l'ONIP est la constitution et l'entretien du fichier général de la population. Et la troisième mission, c'est d'octroyer la carte d'identité à la population. Pour ceux qui veulent, il y a les 2 autres missions, ce sont des missions un peu plus théoriques, c'est-à-dire faire des études sur l'évolution des fichiers généraux et conseiller le gouvernement sur le même sujet, sur les fichiers généraux de la population. Voici en gros les 5 missions dévolues à l'ONIP. J'aimerais dire à tous qu'il n'est pas normal qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo, à ce jour, personne ne connaît le nombre d'habitants de ce pays. Personne. Et pour vous donner une idée, la Banque mondiale parle de 89 millions. L'Institut national de statistique de la République démocratique du Congo a sorti son annuaire 2020 et l'Institut parle de 98 millions 400, si j'ai bonne mémoire. Et il y a une structure qui a été créée, qui est liée au Premier ministre de la République, qui s'appelle CAID, qui estime la population congolaise à près de 132 millions hors ville de Kinshasa. Donc si on ajoute la ville de Kinshasa, on tourne autour de près de 150 millions d'habitants. Ce n'est pas normal. Parce que quand on regarde rien que ce gap-là,
entre 98 millions et 150 millions, ça fait pratiquement le tiers de la population. Et je me demande, je suis en face de la crème intellectuelle de la nation. Je me demande tous les calculs que l'on fait, même quand l'on calcule le PIB de la population, le PIB par habitant, c'est quel chiffre que l'on prend? Le chiffre de la Banque mondiale? Vous savez comment la Banque mondiale calcule? Chaque année, il rajoute 3,3% de la population. Donc l'année prochaine, comme ils estiment à 89 millions, on sera à peu près 92 millions pour la Banque mondiale. Pas de recensement. Mais laissez-moi commencer par vous expliquer quel genre de recensement l'ONIP doit faire. Parce que vous avez en face de vous le président de la CENI qui va faire le recensement électoral. J'ai vu sur la liste des intervenants, il y aura le directeur général de l'Institut national de statistique. Au niveau de l'Institut national de statistique, on fait le recensement scientifique. Et souvent dans les interventions, même des intellectuels congolais, il y a eu une très grande confusion entre le recensement scientifique qui sera fait par l'Institut national de statistique à travers sa structure du bureau central du recensement et le recensement administratif qui sera fait par l'Office national d'identification de la population. Je vais vous donner des définitions telles que reprises et données par les structures elles-mêmes. Pour la CENI, le recensement électoral, c'est-à-dire le recensement des électeurs, c'est l'ensemble des opérations de collecte, de transcription et de fichage des données personnelles d'identité permettant d'inscrire les listes électorales, permettant d'inscrire sur les listes électorales les personnes remplissant les conditions requises pour être électeur. Le président va aller un peu plus en profondeur. Je cite pour vous montrer la différence. L'enrôlement des électeurs et l'inscription des éléments personnels d'identification des personnes en âge de voter sur la liste électorale. Le recensement scientifique, que l'on qualifie également de recensement technique ou plus simplement de recensement statistique, et l'ensemble des opérations qui consistent à recueillir, analyser et publier des données démographiques, économiques, sociales et culturelles, se rapportant à une date donnée, à un espace précis. Et le recensement de l'ONIP, c'est ce que nous appelons le recensement administratif. C'est l'ensemble des opérations d'identification et d'enregistrement des données personnelles, les données biographiques et les données biométriques qui découlent de ces données afin d'authentifier l'identité d'un individu lors de la constitution et de l'entretien du fichier général de la population, ainsi que pour la délivrance de la carte nationale d'identité ou de tout autre document sécurisé lié à ces données. Ces opérations de l'ONIP sont des opérations administratives de routine. Quand vous voyez venir vers vous un chef de quartier, il y a quelques jours, les chefs de rue de Lemba ont procédé aussi au recensement. C'est ce type de recensement avec entre 10 et 15 questions maximum.
qui sont faits par l'ONIP. Contrairement au recensement scientifique, qui est un recensement qui peut avoir même 70 questions. On va vous demander, vous avez une maison, ça a combien de chambres? Avez-vous l'électricité? Avez-vous l'eau? Toutes ces questions-là seront posées, c'est surtout pour les agrégats économiques que ce recensement-là est effectué. Alors, je vais revenir aux missions de l'ONIP pour vous donner l'importance. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, parce que je vous ai dit que je vais passer, moi, plutôt à la pratique, parce que toute la théorie, on parle de citoyens. Moi, j'aurais voulu que le titre ne soit pas le recensement de la population et la problématique de la citoyenneté. J'aurais voulu qu'on écrive la population congolaise face au recensement de la population. C'est notre intérêt, chers tous. Vous pouvez imaginer tout ce qui peut ressortir de ce recensement-là. Après avoir identifié, on va créer la base de données de la population. Cette base de données, pour ceux qui ne l'imaginent pas, c'est le renouveau de la République. Parce que, imaginez-vous que dans la base de données, chaque individu aura un numéro d'identification nationale que nous appelons le NIN. Ce numéro-là va tracer la vie de tous les Congolais. Et je ne vais pas entrer dans les débats sur la nationalité, mais ça sera l'une des solutions à ce débat-là. Quand vous y entrez définitivement. Vous n'en sortirez pratiquement plus, sauf si vous avez fraudé. Et cette base de données va fournir des centaines et des centaines de services. Parce que ce numéro d'identifiant qui sera issu de cette base de données va permettre que chaque individu soit tracé. Je donne un exemple. Les plaques d'immatriculation seront liées au numéro d'identification national. Nos policiers n'auront plus besoin d'entrer par la fenêtre pour arrêter quelqu'un qui est en train de commettre des infractions. Il suffit d'avoir son numéro de téléphone et son numéro de plaque qui est lié au numéro d'identification nationale pour avoir tous les éléments d'identité de la personne. Il en est de même des impôts. On parle des gens qui ne veulent pas payer l'impôt. Mais si on veut faire payer l'impôt, personne n'y échappera. Parce qu'on pourra en ce moment-là envoyer les fiches d'impôt à toute la population si on le souhaite, si c'est nécessaire. C'est une base de données importante. Et quand on regarde la télévision, on vous parle toujours de corruption, on vous parle des doublons, on vous parle des fictifs, et on ne choisit pas la bonne solution. En tant que directeur général de l'ONIP, je peux vous dire que la solution à ce problème-là demeure dans le fichier général de la population. Parce que, parlons de corruption, ou parlons des fictifs. C'est qui un fictif? C'est quelqu'un qui fait la fraude à l'identité. C'est quelqu'un qui n'existe pas. Or, il n'y aura plus de fictifs avec le numéro d'identification nationale. Il n'y aura pas de doublon parce que notre identification va se faire biométriquement. On va prendre les empreintes, on va prendre l'iris et il y aura la photographie. Tous ces éléments-là permettent, comme l'a dit le professeur, d'individualiser la personne. Même les jumeaux seront différenciés. Et à partir de ce moment-là, naturellement, ça sera impossible qu'il y ait les histoires de fictifs. Ça sera impossible, monsieur le doyen, d'avoir des faux diplômes. Il y a des gens qui n'ont jamais réussi leur examen d'État, mais qui se retrouvent à l'université pour l'une ou l'autre raison. Parce que
même les diplômes seront directement reliés au numéro d'identification nationale de l'individu. C'est toute une vie. Et on vous propose cela à travers un recensement massif de la population. Et je peux vous dire, parce que le débat, c'est souvent, est-ce que vous êtes sûr de terminer? Le recensement qui sera fait par l'ONIP ressemble presque comme 2 gouttes d'eau à l'enrôlement et à l'identification de la population qui ont été faits par la CENI. Il n'y aura pas de différence. C'est d'ailleurs pour cette raison que les autorités de la République ont pensé sciemment à parler de mutualisation de certaines opérations liées aux 2 structures, c'est-à-dire l'ONIP et la CENI. Je crois que le président vous en parlera encore plus, parce qu'il a plus de maîtrise de ce dossier, et chaque fois qu'on a posé la question au président, il a toujours dit qu'il est très important que l'on commence par identifier la population. Mais sans entrer dans ce domaine-là, vous imaginez que la répartition des sièges lors des élections se fait non pas au prorata des habitants, mais en fonction des enrôlés. Ça veut dire que nos députés nationaux ne représentent pas les gens qui n'ont pas voté, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 18 ans lors du jour du vote. Ce n'est pas normal. Et là, je peux aussi ajouter que tous les Congolais de l'étranger ne votent pas. Donc, on a des députés qui représentent plus ou moins la moitié de la population. Mais avec le recensement administratif qui sera fait par l'ONIP, nous aurons des députés qui vont représenter tous les Congolais, du bébé qui est né aujourd'hui jusqu'au dernier. L'ONIP recense tout. Et on recense même. Très bien. Je vais terminer par quelques questions de conclusion. On devait parler de citoyens. J'ai laissé le professeur en parler. Mais qui est citoyen et qui ne l'est pas en RDC? Quels sont, en pratique, les droits et devoirs de la majorité des citoyens dont on ne sait préciser ni l'identité, ni le lieu de résidence? Qu'est-ce qui lie l'État à ces citoyens fantomatiques en principe, parce que inconnus? Qui peut aujourd'hui répondre à la question de savoir combien sommes-nous? Et je vais terminer en disant, particulièrement aux camarades Tour, appropriez-vous l'ONIP. L'ONIP appartient aux citoyens. Un citoyen inconnu de son état, quand il meurt, il disparaît. Vous voyez la croix qu'il y a en nécropole. Si elle tombe, on ne sait pas que vous avez existé. Nulle part. Prenez l'ONIP entre vos mains. Nous avons besoin de vous. Nous allons identifier et recenser la population congolaise. Je vous remercie. On va voir comment faire pour aller vite, avoir une feuille de route. Cette feuille de route est sur la table du gouvernement. Et c'est au niveau du Conseil de ministres que cela doit être traité pour savoir avec exactitude quand est-ce qu'on va commencer. Donc vous comprendrez que la réponse que je vous dis que c'est sur la table du gouvernement parce que ça dépend et des moyens et des stratégies, mais la feuille de route de la CENI, de l'ONIP et de l'INES est sur la table du gouvernement.
En ce qui concerne la durée des opérations, c'est la même réponse. Notre feuille de route a été proposée et elle doit être discutée au niveau du gouvernement et à partir de là, elle sera publiée. Ce n'est pas une feuille de route qui restera en dessous de la table. Tout le monde saura qu'on va commencer à quel jour et ça se terminera quel jour. Mais je peux vous assurer que pour la proposition qui a été faite, ça se terminera dans les temps. Vous voulez une date? On a proposé que ça se termine au plus tard en mai 2023. Non, sincèrement, je vais déjà dire à tous les étudiants que je dois venir dans cet amphithéâtre pour 15 minutes, vous expliquer tout ce qu'on doit faire techniquement, en pratique et clairement, ce n'est pas possible en 15 minutes. Donc je reviendrai et prenez rendez-vous. Même seulement, invitez-moi, il y a des responsables ici, choisissez une date, je répondrai à toutes vos questions, parce qu'au niveau de l'ONU, on a les réponses à toutes les questions. Madame Grace Bossala, d'abord, c'est moi qui ai demandé qu'on vous donne la parole et vous posez une question en disant que vraiment le bilan vous est déçu. Mais, madame, je vous assure que de toutes les questions que j'ai reçues, la question la plus pertinente, c'est la vôtre. Mais je vous la retourne. Je vous la retourne parce que beaucoup ne savent plus que c'est, j'allais dire, à cause, grâce, selon le corps constitutif, des étudiants qu'en 2015, le recensement n'a pas commencé. Je peux répéter? C'est à cause ou grâce aux étudiants qu'on n'a pas pu commencer le recensement en 2015 et qu'il y a eu de morts dans ce pays. Donc pendant cette période-là, on n'aurait pu rien faire, alors que vous étiez nommé en 2014. Non. Alors je rappelle simplement à ceux qui l'ont oublié que au niveau du Sénat, on avait convoqué le ministre Bochard sur le dossier du recensement. Et ici, au niveau du campus, ça tirait. Et le président Kengolo avait décidé qu'on ne va plus lier le recensement aux élections. Et l'argent qui était prévu est allé à l'enrôlement. Est-ce que c'est clair maintenant? Merci pour ceux qui se rappellent. Merci. Monsieur Kifoul, le montant pour cette activité, nous avons mutualisé nos énergies. Nous avons mutualisé les opérations. Le président de la CEPI va peut-être tout décortiquer, mais pour faire l'enrôlement des électeurs, l'identification et le recensement et la création du fichier général de la population par l'ONU et le recensement scientifique par l'INS, on en est à 600 millions de dollars pour les trois. Vous savez, moi j'aime bien les étudiants, que celui qui a dit que ce n'est pas normal nous emmène un autre plan opérationnel pour aller jusqu'au bout, et je le reçois dès lundi à l'ONU. Monsieur le doyen honoraire et cher aîné professeur Bakandija Ngou, monsieur le représentant du recteur, j'espère que c'est le représentant ou le recteur lui-même n'est pas là. Ah, il est parti. Monsieur le membre du comité de gestion de l'université, monsieur le doyen de la faculté de droit, madame la doyenne et de la faculté de droit honoraire, que je vois dans la salle, mesdames et messieurs, monsieur le président de la commission électorale nationale indépendante, et chers frères, monsieur le directeur général de l'ONU,
Mesdames et messieurs, camarades et étudiants, permettez-moi de vous saluer et de remercier le doyen de la faculté de nous avoir choisi pour vous entretenir sur un sujet autour de l'enrôlement des électeurs et la cartographie électorale dans la dynamique électorale congolaise. Ces sujets très techniques me poussent d'abord à me renvoyer dans ma matière traditionnelle, à savoir le droit constitutionnel. Ce n'est pas parce que je suis enseignant du droit constitutionnel que je dirais que la Constitution est la mère de toutes les lois. C'est la loi de loi. C'est donc ce texte fondamental qui socle la matière qui va faire l'objet de notre échange de cet avant-midi. Si la question électorale est traversée dans l'ensemble du texte constitutionnel, nous disons que c'est à l'article 5 particulièrement de notre Constitution que nous plaçons la clé de voûte de cette matière. Que dit cet article 5? La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Cette disposition constitue à nos yeux le socle expressif de notre identité étatique. C'est que l'État congolais s'identifie comme une république démocratique, c'est-à-dire un État dont la substantialité est la démocratie. Et cette substantialité se décline dans l'architecture du pouvoir, de sorte que l'accès au pouvoir en République démocratique du Congo s'est fait essentiellement par voie des élections. Et notre architecture électorale comprend 11 scrutins. Des scrutins directs et des scrutins indirects. Donc notre vie en tant qu'État sera rythmée par la consultation du peuple pour se prononcer sur les questions majeures par voie de référendum ou sur les personnes appelées à animer les institutions. Cet élément identitaire n'est pas un choix hasardeux. Au contraire, c'est le fruit d'une constance, mais d'une constance malheureuse. À savoir, dit les constituants, que depuis son indépendance, le 30 juin 1960,
La République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. 60, 65, 70, jusqu'à ces jours, ceux qui gouvernent ne sont pas reconnus par tous comme ayant l'autorité, la foi, la légalité, l'appui, l'onction, n'est-ce pas, du peuple. Et pour mettre fin notamment à la crise qui a dominé dans cet espace de 2003, de 1998 jusqu'en 2003, les forces vives de la République ont estimé que pour donner à la République une chance de se reconstruire, il fallait mettre en place un nouvel ordre politique avec une nouvelle constitution sur base de laquelle le peuple congolais, dit les constituants, devrait choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Chacun de ces concepts a un sens. Des élections libres, des élections pluralistes, des élections démocratiques, transparentes et crédibles. Si notre droit public interne, à partir de la Constitution, mais aussi d'autres lois particulières, telles que la loi organique qui met en place la CENI elle-même qui est, n'est-ce pas, une autorité constitutionnelle indépendante, parce que ce n'est pas une vulgaire administration, excusez-moi le terme, autorité, c'est une autorité constitutionnalisée. Plusieurs textes internes, que ce soit la loi organique sur la Cour constitutionnelle, elle reprend des importantes dispositions du droit électoral. Donc, les droits électoraux congolais reprend une série de dispositions à la fois de droit constitutionnel, de droit administratif et même le droit pénal, pour nous permettre, n'est-ce pas, d'asseoir des processus électoraux crédibles. Mais le droit électoral n'est pas simplement un droit interne, parce que la question de l'élection dépasse la dimension interne pour devenir une question de droit international, de droits de l'homme. Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 21, est claire. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité du pouvoir public. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel, égal et au vote secret, et suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote. Je ne vais pas citer d'autres textes du droit international. Il y a le pacte international relatif aux droits politiques, civils et politiques. Il y a les conventions sur le droit de la femme. En droit international africain, il y a l'émergence de ce qu'on appelle le droit africain de la démocratie avec l'acte constitutif de l'Union africaine qui déclare le coup d'État hors la loi. Et aujourd'hui, on est en train de
d'imaginer comment mettre le troisième mandat aussi hors la loi par l'Union africaine. Donc, les questions ou la question électorale a maintenant un rôle central. C'est devenu une centralité dans la production juridique de droit interne ou de droit international. Pourquoi? Parce que le pouvoir de suffrage est le premier des pouvoirs. C'est le pouvoir fondamental. C'est le pouvoir à la source de tous les autres pouvoirs. Le professeur Essambo, un des pionniers de ces droits électoraux, dit que le destin de nation est lié désormais à l'organisation à intervalles réguliers d'élections et leur rationnelle gestion pour que soit ordonnancée à divers niveaux la distribution du pouvoir politique. Mais pour organiser les élections, il faut des préalables. Ces préalables, il faut qu'il y ait l'électeur. C'est lui qui a le droit de suffrage. Mais cet électeur, il faut les connaître. Il faut donc maîtriser le corps électoral qui est appelé à désigner, à assumer ses droits sur cette entité politique. La maîtrise du corps électoral est un impératif parce que ça impacte sur la qualité et la crédibilité de l'opération électorale, partant la légitimité des institutions. Donc il faut connaître qui va voter ou qui vont voter. Donc, la question électorale, si elle peut être saisie par le droit, si ça peut être perçu comme une question de sociologie politique ou de sciences politiques, eh bien la question électorale est devenue une question technique, une question d'arithmétique, une question de dénombrement, une question de localisation. D'où l'intérêt de deux termes de notre intervention de ce matin, l'enrôlement des électeurs et la cartographie électorale. Je dois vous avouer que lorsqu'on m'a dit que je devais intervenir avec le président de la CENI, j'avais dit au président, au doyen, il faut laisser le président de la CENI parler de cette question seul. Pas parce qu'il est président de la CENI aujourd'hui, mais parce que je le connais dans cette question d'identification, d'enrôlement, de maîtrise du herméneutique. Je l'ai raconté pour la première fois en train d'expliquer cette question dans un pays africain. Et je lui disais, je suis sûr que tu vas devenir le président de la commission électorale africaine. Il m'a dit non, moi je dis, tu vas le devenir, et il est devenu. C'est la raison pour laquelle il prendra plus de temps que vous. Voilà. Mais, non, il ne faut pas le faire. Il n'a pas simplement les qualités techniques, personnelles, subjectives, mais il est aussi, n'est-ce pas, l'autorité attitrée parce que l'article 9 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante dit in limine au point 1 que parmi les attributions de la CENI, il y a l'organisation et la gestion des opérations préélectorales, électorales et référendaires, notamment
l'identification, l'enrôlement des électeurs, l'établissement et la publication des listes électorales. Donc, c'est une compétence qui lui revient. Vous comprenez pourquoi, lorsqu'un jour nous avons vu un organisme venir au Sénat, venir nous dire qu'il voulait organiser les recensements, nous avons dit oui, mais ne liez pas les recensements à l'identification des électeurs parce que ce n'est pas votre compétence. Donc, c'est tout simplement. Donc, il aura le temps de vous parler de cette question parce que parmi les 900 recommandations issues des observations électorales de ces 3 cycles, la moitié de ces recommandations sont liées ou sont des recommandations liées à la maîtrise et à la fiabilisation de la liste électorale et à la stabilisation, n'est-ce pas, de la cartographie. Je n'ai pas encore commencé. Oh. Mais donnez-moi 5 minutes, je vais vous. Alors, c'est quoi les recensements? Je crois que le professeur Ndomba vous l'a dit. C'est le dénombrement de la population. C'est une opération qui consiste à recueillir, à regrouper, à publier les données démographiques, économiques, sociales, se rapportant à un moment donné d'une unité politique ou d'une identité administrative. C'est une opération lourde, comme on vous a expliqué, qui interne les nationaux, les étrangers, les apatrides, les questions d'habitat et tout ce que vous pouvez imaginer. À côté de ces problèmes de recensement, il y a l'identification, qui est, on vous l'a dit aussi, à trier la population d'une nation, essentiellement le comptage de nationaux. Et enfin, l'enrôlement, qui est une opération strictement électorale, est l'inscription des nationaux au rôle électoral de la population. Donc, il s'agit de détermination des personnes en âge de voter et qui se seront identifiées et qui se seront reconnus comme électeurs et à qui on donne donc une carte d'électeur. Alors, la question de l'identification chez nous est liée à la question de l'enrôlement. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque nous sommes sortis du temps de l'autocratie et que nous nous engagions dans l'ère démocratique, eh bien, ça faisait plus de 40 ans qu'on n'avait pas recensé les Congolais, jusqu'à d'ailleurs aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, on a dit qu'il fallait faire ce qu'on peut appeler un recensement électoral, c'est-à-dire identifier les Congolais à l'âge de voter et les enrôler, c'est-à-dire en faire des électeurs. Donc la première opération a eu lieu en 2005, la deuxième en 2011 et la dernière en 2017. Ce sont des opérations lourdes qui font qu'aujourd'hui, nous avons plus ou moins 40 millions d'électeurs. En Afrique, il y a un seul pays, je crois, qui arrive devant nous, c'est l'Égypte. Et le Nigeria. Alors, toutes les autres démocraties, là, c'est parfois 800 000 électeurs, comme au Gabon. En face, ici, c'est 1 200 000. Toutes ces opérations se font dans les pays qui ont une logistique plus ou moins avancée, qui ont une administration territoire existante, parce que, comme vous l'a dit, que l'administration du territoire, le ministère de l'Intérieur, a des groupements fictifs, ne connaît peut-être même pas l'ensemble de son personnel. Et c'est donc toute la charge qui revient à la CENI d'identifier, et ça ne suffisait pas
de faire l'identification des électeurs, la CENI, parce que l'administration du territoire ne lui donnait pas des données fiables de communes, de villes, des territoires, eh bien la CENI a dû elle-même faire la cartographie pour, n'est-ce pas, déterminer les sites de vote, le bureau de vote. Et ces deux opérations lourdes posent des problèmes parce que ça manque un soubassement qu'est l'état civil. Donc, ce sont des opérations qui ne sont pas ancrées et qui posent des problèmes, même si on recourt à des techniques aussi pointues que la biométrie. Alors, puisque Mehdi est conclu, le fichier lui-même pose beaucoup de problèmes, avec des omis, avec les doublons, avec de multiples enrôlements, avec l'enrôlement des mineurs. Cet enrôlement des mineurs est le fruit des politiques qui veulent gonfler le nombre de leurs électeurs et obtenir ainsi plus d'électeurs. Je vous dis par exemple que notre fichier donne un nombre assez élevé d'électeurs à l'Est et au centre plus ou moins, mais à l'Ouest c'est faible. Donc tous ces éléments d'injustice électorale, de cartographie imparfaite, retentissent sur la confiance et l'acceptation des résultats. La CENI a essayé de faire un effort entre 2013, mais surtout entre 2015 et 2017, pour tenter de dépolluer ces fichiers et de stabiliser la cartographie en recourant à des techniques pointues avec les coordonnées géospatiales des sites de vote et dégager un plan logistique de déploiement et de ramassage, parce que si le déploiement n'est pas bien fait en tenant compte de la géographie, des rivières, des routes et autres, sachez que sur l'ensemble du réseau congolais, sur les 150 000 km², nous n'avons pas plus de 8 000 km bitumés, et l'ensemble de routes, ce sont des pistes. Et on retrouvait donc des machines à voter sur le vélo ou sur la tête ou tout simplement dans les paniers de maman. La CENI a pu produire un atlas électoral de 26 tomes correspondant aux 26 provinces avec tous les éléments. Mais en conclusion, les élections et surtout l'enrôlement ou la cartographie sont les miroirs de ce que nous sommes un État. Et tant que nous n'aurons pas courageusement attaqué la question du recensement de la population, c'est même une honte, parce que comment peut-on développer un pays si plus de 40 ans après, vous ne savez pas le nombre? On dit nous sommes 77 millions, 80 millions, 100 millions, mais il n'y a pas de données. Or, si nous avons un registre issu des recensements, ça serait facile d'extraire tout simplement de l'état civil les fichiers, et ça donnerait moins de contestations, ça donnerait moins de problèmes, parce que à chaque révision du fichier électoral ou à chaque renouvellement du fichier électoral, il y a des contestations, et à partir du moment où on est dans les contestations sur le nombre des électeurs, on ne peut être que dans les contestations sur les résultats électoraux. Donc, tout est là. Si on n'est pas d'accord sur le nombre de groupements, il est difficile, n'est-ce pas, d'organiser des élections locales. Comment organiser des élections locales avec plus ou moins
6095 groupements non identifiés, mais dont les limites sont peu connues, plus de 87 000 villages, des chefferies. Donc on arriverait à des élections locales qui ne pourront jamais être tenues parce qu'il y a un problème de fond. Donc nous remercions nos amis de l'ONU, de l'INES et de la CENI, parce que la CENI a déjà 3 cycles électoraux. Il est donc facile de glisser et de mutualiser les efforts pour que, comme on nous dit, nous puissions savoir combien nous sommes. Parce que si nous ne maîtrisons pas combien nous sommes, toute politique publique est impossible. Vous allez faire la gratuité, vous ne connaissez pas le nombre d'élèves. Alors vous allez avoir 80 élèves par salle, d'un enseignant qui avait $800 lorsqu'il avait 40 élèves, mais maintenant qui va avoir $100 ou 150 pour 80 élèves. Parce que tout ça, c'est de la planification, et la planification appelle la maîtrise. Et la question électorale, c'est essentiellement la maîtrise de la population. Je vous remercie. Ici représenté, messieurs les doyens de la faculté des droits, mesdames et messieurs les professeurs, distingués invités, chers étudiants, bonjour. Je voudrais premièrement remercier le professeur Bakandéja pour nous avoir permis de nous mettre devant vous et discuter, échanger sur ces questions qui touchent la République et la science. C'est donc pour moi un réel plaisir de pouvoir participer à cette journée scientifique organisée par la Faculté des droits de l'Université de Kinshasa sous les thèmes Identification et gouvernance politique en RDC. Je remercie de tout cœur les organisateurs, professeur Sambo, doyen de la Faculté des droits, pour l'insigne honneur qui m'était si fait en m'associant à cet exercice scientifique aux côtés d'un aîné, le professeur Jacques Joly. Je confirme ici ce qu'il a dit à une conférence internationale au Gabon, justement, alors que j'étais directeur résident de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, où j'ai coordonné l'assistance électorale à 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Je l'ai rencontré pour la première fois. Et après mes présentations, il me dira, jeune homme, où est-ce que tu as appris tout ça? Et il me dira, non, je sais que tu finiras par devenir président de la CENI. Est-il prophète? Je ne sais pas, mais je le suis devenu. La particularité de cette journée consiste à associer la science au débat de la société d'intérêt national. C'est donc en tant qu'expert, praticien des élections, que j'y prends part. Le sujet qui m'a été demandé d'aborder s'intitule « Enrôlement des électeurs et cartographie électorale ». Je parlerai donc un peu des généralités. J'ai la chance que le professeur Monjoli a introduit. Je parlerai de la cartographie, de l'identification et enrôlement des électeurs, en indiquant plus ou moins comment aussi prend l'approche, la mise en œuvre et les résultats. Je terminerai bien entendu par une petite conclusion. De la Commission électorale nationale indépendante, institution d'appui à la démocratie chargée de l'organisation du processus électoral, notamment
et c'est bien de les noter. Enrôlement des électeurs, tenue du fichier électoral, opération de vote, dépouillement et référendum. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. Article 211 de la Constitution. Il est bon de les mentionner, j'ai souhaité les mentionner pour éviter tout amalgame. Oui, comme on va le voir, des questions se posent aujourd'hui. Est-il possible de tenir les délais constitutionnels de 2023? Et il n'est pas facile d'être à notre place. Parce que des fois, avant même que vous ne preniez la parole, il y a déjà des questions qui vous attendent. Vous l'avez vu ici, professeur, avant que vous ne m'invitiez, il y avait déjà des questions qui étaient là. De ce point de vue, la CENI est une institution, émanation de la Constitution. Si bien qu'en 2023, il y a des stratégies en cours qui procèdent ou qui proposent aujourd'hui, et la CENI l'avait proposé, la mutualisation des efforts et des ressources en ce qui concerne les 3 types de recensement. Le directeur de l'ONIP les a énumérés. Recensement scientifique, recensement administratif et recensement électoral. Du processus électoral que nous appelons au jargon électoral, nous dirons le cycle électoral. Ce cycle est subdivisé à 3 parties. Les préalables, comme a indiqué le professeur, donc les activités préélectorales, les activités liées au scrutin, donc les activités électorales, et enfin les activités post-électorales. Vous verrez que les activités préélectorales prennent pratiquement 90% de ce qui doit être fait pour la tenue des scrutins. Ces activités sont les suivantes. 1. La cartographie. 2. L'enrôlement des électeurs. 3. La répartition des sièges. 4. L'inscription des candidatures. Dès qu'on a les candidats inscrits, on se lance dans les activités liées au scrutin. C'est le scrutin lui-même et les résultats. Vous verrez que le scrutin lui-même et les résultats, ça ne prend pas plus de 10 jours. Mais je vous dirais que c'est la partie la plus sensible. Et enfin, il y a les activités post-électorales, dont notamment, et qui ne sont pas négligeables, le contentieux électoral, mais surtout les évaluations qu'on néglige, mais surtout aussi les réformes. Tout le monde parle aujourd'hui des réformes, nous sommes justement à cette période. Pour revenir à ce que le professeur a dit, le professeur Njoli a dit, la clé de voûte de notre démocratie est déclinée à l'article 5 de la Constitution. L'enjeu est donc de dire les théoriciens des droits, les théoriciens politiques et les théoriciens sociaux. Ils émettent les principes dans la Constitution et dans les lois et même dans les textes réglementaires. L'enjeu maintenant étant de dire comment transformer ces principes en réalité. Il ne suffit pas de dire que l'article 5 dit que la souveraineté revient au peuple.
Il ne suffit pas de dire que non, il faut les élections. Faut-il encore montrer comment on peut partir de ces principes et à manifester que l'électeur, qui est l'acteur principal du processus électoral, exerce son droit civique en disant que je vote pour tel ou tel autre individu. C'est cette organisation qui nous concerne. En République démocratique du Congo, d'où sommes-nous partis? C'est pourquoi, avant de parler de la cartographie et de l'enrôlement, je voudrais vous donner les contextes historiques. Le professeur Jolia a passé en revue une partie de ces éléments. Le contexte est le suivant. Nous sommes en fait dans les années 90, devant une situation de crise chronique de légitimité. Le préambule de notre Constitution le répète. Deuxième élément, instabilité institutionnelle résultant des conflits armés. Dans les années 90 et 2000, en ces débuts, le pays est morcelé pratiquement. Une partie est contrôlée au nord par le mouvement rebelle MLC, à l'est et au nord-est, le RCD, alors que l'autre partie est contrôlée par le gouvernement. La CEI de l'époque. Mais l'une des résolutions de cet accord indique qu'il faille organiser les élections pour créer la légitimité, mais après avoir organisé le recensement de la population. Pour mettre en musique ces résolutions, il y a des contraintes qui se posent. Malheureusement, certaines de ces contraintes demeurent jusqu'aujourd'hui, où elles sont encore actuelles. La première contrainte, c'est que la difficulté économique et surtout technique d'organiser un recensement général classique de la population. Et c'est ça le problème. Même avec l'ONIP aujourd'hui. L'ONIP n'a de bureau qu'à Kinshasa. La question est de savoir comment techniquement peut-elle arriver à atteindre la population qui se trouve à Bassam, à Ikea, à Loussam et comme ça. Peut-on le faire en 2 ans? Nous allons échanger là-dessus. Deuxième contrainte, c'est la durée relative. Et je voudrais vous dire ici, nous ne sommes pas les derniers. Lorsqu'on regarde dans la région, par exemple, il n'y a pas un pays qui soit plus démocratique que nous. Dans ce pays, il y a le débat politique qui est là. Vous allez à la presse, on a près de 50 chaînes de télévision. Chacun dit ce qu'il pense. Vous ne pouvez pas le faire ici à côté ou bien à Centrafrique, au Sud-Soudan, en Ouganda et ailleurs. Mais entre-temps, nous-mêmes, nous nous autoflagellons, nous pensons que nous sommes les pires. Non, nous ne sommes pas les pires. On ne peut pas dire que tout est parfait, mais c'est une jeune démocratie. Nous avons atteint notre première alternance politique et les gens ont souvent tendance à prendre ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. 1960, Kasavubu est président. 1965, le président Mobutu les remplace, mais ils n'ont pas fait la remise de prix. En 1997, le président Kabila Laurent remplace le président Mobutu, ils n'ont pas fait la remise de prix. En 2001, le président Kabila trouve le président Kabila, l'autre Kabila, dans un cercueil. Ils n'ont pas fait la remise de reprise. C'est la toute première fois qu'on a fait une remise de reprise entre un président sortant et un président entrant. Les gens prennent ça à la légère. On a aujourd'hui un ancien président vivant et libre dans son pays. En 60 ans, ça ne s'est jamais fait.
On a un président en exercice et nous attendons qu'il termine son mandat et qu'il soit sanctionné ou bien qu'il soit reconduit. C'est ça justement la consolidation de la démocratie. Entre-temps, les gens crient en disant non, non, ce n'est pas bien fait. Non, tout n'est pas bien fait. Les questions viendront et nous restons à disposition tout en vous remerciant encore pour cette pour l'auditoire, pour la pertinence des questions. Si j'ai bonne mémoire, j'ai enregistré plus ou moins 14. Et bien entendu, certaines sont adressées aussi bien au professeur Njoli qu'à moi-même. Je ne saurais pas aller dans tous les détails, suivant l'orientation de la modération. Je vais devoir réexhumer ces questions en essayant d'indiquer des éléments qui concernent toutes les questions. Budget, oui, les élections ont un prix. Nous avons choisi la démocratie. Malheureusement, on ne peut pas faire l'économie de cette démocratie. On doit payer. Il faut payer. Ou alors, vous n'en voulez pas. Payer dans les conditions qui sont les nôtres, c'est très difficile. Il y a des choses que la CENI est obligée de faire juste parce que les institutions chargées de les faire ne les font pas. Un budget est déjà programmé et c'est dans cette logique qu'il a été, entre autres, proposé qu'il y ait une mutualisation des ressources et des efforts, de sorte qu'on gagne en termes budgétaires. Parce que dans tous les cas, il faut qu'on organise l'élection, qu'il y ait recensement ou pas. Alors pourquoi ne pas profiter de ça pour mutualiser et arriver à ça? Les projections budgétaires sont là et dans les jours qui viennent, elles seront rendues publiques dans les détails. Pourquoi n'avoir pas publié les résultats bureau de vote par bureau de vote? Je pense que le professeur Bakandé Jama a aidé à répondre à cette question. La CENI ne légifère pas. La CENI applique les lois. Ceux qui légifèrent, c'est ceux qui sont au Parlement. Quand ils ont légiféré, et nous on applique, publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, ce n'est pas dans la loi qui nous concerne. Mais dans les réseaux sociaux, vous verrez que les gens disent non, il faut. Non, nous appliquons ce que la loi nous demande. Ce que la loi nous demande, c'est que dans chaque bureau de vote, lorsqu'on a voté, on passe au dépouillement. Sans désemparer, on établit les fiches, et dont la fiche des résultats. Et la fiche des résultats est affichée au bureau de vote. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui devra être fait. Si on veut qu'on publie désormais bureau de vote par bureau de vote, les réformes en cours, parce que le débat est là, il faut insérer cet élément dans la loi. Je suis content parce qu'il y a un groupe de G13, de députés auquel appartient le professeur Njoli, qui a déjà fait un travail immense de collecte de données et qui a fait des propositions. C'est parmi les éléments qui devront être analysés et proposés dans la loi. Parlons justement de cette réforme. Oui, ça c'est une bonne question. Parce que dans ce pays, on aime parler et on parle des fois des choses dont on n'a pas la maîtrise. Tout le monde a commencé à crier depuis 2019. Réforme, 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 réforme. La réforme n'est pas encore faite. Qu'est-ce qu'il y a de ces réformes? C'est une question qu'on doit interroger la loi électorale avec des questions précises. 1. Est-ce que le mode de scrutin du président de la République va changer ou il va rester? Donc, doit-on rester à un scrutin direct à un tour? Doit-on passer à 2 tours? Ou doit-on faire autre chose? La réponse à ça, on doit insérer dans les projets de loi. Mode de scrutin des sénateurs et des gouverneurs, où on a dit qu'il y avait la corruption. Doit-on modifier? Et si on les modifie, ça sera comment? La question du seuil. Est-ce que le seuil va être maintenu
on doit l'augmenter ou on doit carrément le supprimer? Il faut répondre à ça. Il y a une autre question majeure de fond que la CENI a posée. La question d'éligibilité. Qui peut être éligible, président de la République ou député? Quelqu'un, par exemple, qui a été condamné pour telle ou telle autre infraction et qu'il a purgé sa peine, dans l'esprit de la lettre et la lettre de la loi actuelle, il ne sera plus jamais éligible. Bon, mais quelqu'un qui a purgé sa peine, doit-il rester inéligible ou pas? Ce sont des questions comme ça qui sont sur la table et pour lesquelles nous attendons les députés et sénateurs à statuer dessus. Et quand on aura statué, mais en tenant compte du fait que non, certains de ces principes sont édictés par la Constitution. Donc si on doit modifier ça, il faut d'abord commencer par... Ce sont là les questions des réformes qui s'imposent. Et on pose des réformes pourquoi? Beaucoup de gens se sont surtout plaints du fait qu'on a publié les résultats. Donc la partie des résultats, on n'a pas tenu compte du CERCER, on n'a pas fait ceci, cela. Comment on va devoir encadrer la transmission des résultats, le traitement des résultats, avant leur annonce? Tous ces éléments, il faut donner à la loi. Mais la CENI n'applique que la loi existante. Et si on ne fait pas ces réformes, la CENI, même si ce n'est plus Nanga qui est là, elle va malheureusement faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire appliquer les lois qui sont disponibles. La mutualisation, c'est une proposition qui est faite. Je me dis seulement que non, il y a probablement, on risque d'avoir des problèmes si on ne commence pas. Parce que tant qu'on ne commence pas, le temps est en train de passer. Régularité des élections. Non, les élections, la régularité des élections, d'abord la notion de régularité telle qu'elle est définie dans la Constitution, c'est que les élections doivent être régulières, c'est-à-dire avec une périodicité bien déterminée, mais aussi régulières dans le sens qu'elles sont conformes à ce que la loi demande. Yumbi, Beni et Butembo. Ça, ce sont des faux débats. Yumbi a été, on n'a pas organisé l'élection à Yumbi, non pas à cause de la cartographie, c'est parce qu'il y avait conflit ethnique. Beni et Butembo, la même chose, parce qu'il y avait Ebola. Chers amis, à cause de la Covid, la France a reporté ses élections, l'Angleterre a reporté ses élections, personne n'a débattu là-dessus. À cause de la Covid, personne n'a dit un mot, les Congolais, vous tous, personne. Mais quand c'est les Congos qui reportent à cause d'Ebola, Ebola est plus dangereux que la Covid. Mais quand c'est les Congolais qui reportent, c'est un problème. Non, ça n'a rien à voir. C'est une circonstance qui était arrivée et malheureusement, on ne pouvait que faire face à ça. Qui était prêt à aller affronter Ebola parce que ces gens doivent voter. Et ils ont voté par la suite. Il y a la question de l'élection présidentielle, j'ai déjà répondu. Pour la CENI, il n'y a pas de question taboue. Qui a réellement gagné? Je pense que l'ordre institutionnel est connu aujourd'hui. Il y a un président de la République, il y a un parlement avec des députés et des sénateurs, des gouverneurs. Ceux qui sont là, c'est eux qui ont gagné. Alors, la collaboration avec les autres institutions, c'est justement la nature, la raison pour laquelle on doit créer un centre national des données. C'est ce centre national des données qui permettra que tous les services d'État se connectent et que nous soyons gérables comme dans d'autres pays. C'est-à-dire quoi? Quand vous allez à la DGN ou à l'ANR, on vous demande l'identité juste parce que les données de l'ANR ne sont pas connectées aux données de la CENI, ne sont pas connectées aux données d'autres institutions. L'enjeu, c'est cette intégration qui va permettre que non, même si c'est un voleur qui vole à Kinshasa, à partir de la base des données, on sait suivre parce qu'il aura un numéro identique et unique à lui-même. C'est ce qui se fait dans d'autres pays, malheureusement ou heureusement. Pourquoi nous, on ne veut pas être comme les autres pays? Ce sont là les éléments qui... Bon, est-ce que les reports des recensements ont toujours été justifiés pour des raisons techniques et financières? Je ne pense pas. Les raisons techniques,
C'est le procès Sambo qui a avancé ça, qui a posé cette question. Les raisons techniques et financières évoquées pour ne pas faire les recensements, c'est souvent des échappatoires. La vraie raison, c'est la raison politique. Quand la pression commence, je vous ai dit à l'introduction, quand la politique s'en mêle, ils ne vous diront jamais la vraie raison pour laquelle ils font ça. Et ils vous avanceront d'autres raisons. Quand la pression va commencer ici, et je l'ai dit, j'ai déjà attiré l'attention du DG de l'ONIP, la pression va commencer bientôt pour la pression politique. Si on ne fait pas attention et qu'on ne commence pas la mutualisation maintenant, nous allons encore nous divorcer parce que la pression, quand elle va s'améler avec des marches, avec ceci, les gens vont dire non, attendez encore, nous allons commencer. Et c'est la raison pour laquelle les temps là, nécessaires pour le recensement, on aurait dû déjà commencer ça au moment où personne ne suspecte rien. Enfin, avec le professeur du total, c'est mon professeur de démographie à l'université de Kinshasa. Comment on a fait les projections? Il faut dire que depuis 2006, ex nihilo, c'est-à-dire qu'à partir du néant, lorsqu'on n'avait rien pour lancer l'enrôlement des électeurs, ce qui a été fait, nous avons pris les statistiques de l'INS, projetées à partir du recensement de 1984. Vous allez comprendre que non, l'obsolescence et l'altération de certaines données est là. Mais ce qui est sûr, à partir de ces années, nous avons intégré des indicateurs, des paramètres bien définis, en disant, en donnant des hypothèses, des projections en termes de taux de mortalité et de natalité, qu'est-ce que ça donnerait, ainsi que les déplacements éventuels, avec un ratio, quelqu'un qui dirait que non, ces ratios peuvent par exemple déterminer les électeurs qui se sont déplacés. Mais l'exercice a été périlleux, sauf qu'en 2006, le même exercice a été fait, mais il a donné des résultats approximatifs. En 2006, on avait projeté 24 millions d'électeurs, on a eu 23 millions et quelques. La précision était quand même là. En 2011, les projections étaient de 32 millions, on a fait 32 millions, mais après nettoyage, 30 millions. Et en 2014, les mêmes projections étaient, en 2017, les mêmes projections ont été faites pour 40 millions d'électeurs et on a eu 40 millions d'électeurs. C'est sur base des mêmes paramètres que nous nous sommes permis de projeter pour dire, au regard des taux de natalité, déplacement, taux de mortalité et autres projections, toujours à partir des données de base, nous sommes donc arrivés à ces projections autour de 50 millions d'électeurs. La cartographie est là. Même pour les étudiants et pour les chercheurs, elle est disponible. Bien entendu, elle est censée être gratuite. Mais la voir à un format comme ça, il y a quand même un coût qu'il faut faire. Et elle a été vendue pour les acteurs politiques. Parce que les acteurs politiques, ils vont avoir ma circonscription. Il y a combien de bureaux de vote, il y a combien, où est-ce qu'ils sont localisés, par où est-ce qu'il faut arriver pour atteindre mes électeurs. Ils payaient ça à $20. Mais elle est gratuite, normalement. On peut vous la donner de façon numérique. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que le bourgmestre connaît vraiment les limites de ces... ça, c'est un vrai problème, même pour les pays. Je mets quiconque ici au défi de me prouver que non, la cité de Lemba, ou bien comment dire, la commune de Lemba, la limite passe par ici et par là. Ça, c'est un exercice très compliqué, mais les données sont là à disposition. Monsieur le professeur, j'ai quoi avoir ramassé, ce que je pouvais faire. Laissez-moi pour le moment terminer seulement, si vous permettez, professeur, la question de la contradiction entre recensement et enrôlement. Non, il n'y a pas de contradiction, monsieur le chef des travaux, et il est. On peut commencer, l'idéal aurait été qu'on commence les élections, on ne construit pas la maison à partir de la toiture. On construit la maison à partir de la fondation. L'idéal aurait été qu'on commence avec les élections locales. Mais nous sommes dans un environnement politique où le pouvoir politique prédomine, surtout le pouvoir du président de la République. Ce qui intéresse tout le monde, même pendant l'élection, ce n'est pas les députés. Les députés, c'est au second degré. Tout le monde veut d'abord savoir qui est le président de la République. C'est ce qui s'est passé en 2006. Au lieu de commencer par les élections locales, on a commencé par les présidentielles. Et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement,
Et même quand on parle de 2023, ce n'est pas pour les élections locales, non. Si vous dites aux gens, bon, à partir de 2023, on commence avec les élections locales, comme ça on va suivre. Mais aussi, techniquement parlant, la CENI de la République démocratique, c'est parmi les meilleures CENI de l'Afrique. Si vous allez dans tous les pays africains, vous trouverez les experts congolais qui sont partis de chez nous. Nous avons des innovations et nous avons toujours été premiers. La dernière en date, c'est la machine à voter. Vous avez vu combien les gens ont parlé, ils parlaient de tout sauf de la machine à voter. Mais à la fin, tout le monde aujourd'hui est d'accord avec la machine à voter. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de cette machine? Donc l'un des avantages de la machine à voter, c'est qu'elle a été conçue. Ils sont là, les jeunes ingénieurs congolais de la CENI qui ont développé les logiciels de la machine à voter. Ils sont de la faculté des sciences. Je les ai recrutés à partir de l'université. C'est des jeunes gens à qui j'ai donné des termes de référence et ils ont conçu. Le directeur du Centre national de traitement, il est là. Il a une vingtaine d'années. Ils ont conçu. Ça a été conçu tel que ça prenne en charge toutes les élections. Donc, on pouvait organiser les 11 élections le même jour. Du moins, les 5 élections directes le même jour. Mais qui pouvait attendre? Quand on propose, on refuse. Quand on propose, on crée des choses, ainsi de suite. Donc, c'est faisable. Tout est à portée de notre main. L'expertise est là. La structure est là. Et même sans Nanga, ils sont nombreux, des Nanga qui sont à la CENI, capables de tenir ce processus et arriver à des résultats très... Mais il faut encadrer le tout, parce que l'environnement politique dans lequel nous opérons est quand même déterminant pour les résultats des élections. Je vous remercie. Le président Nanga nous a donné une réponse. Ce n'est pas seulement un problème technique, ce n'est pas un problème budgétaire. L'Institut national des statistiques dispose de suffisamment de compétences pour, n'est-ce pas, mener le schéma, n'est-ce pas, de recensement. Mais la question, c'est la question de la volonté politique. Je dirais de la culture de gouvernance. À partir du moment où la planification des politiques publiques n'est pas sentie comme une priorité et que dans cette planification, on a besoin de chiffres. La culture statistique n'existe pas. Je me rappelle encore ce que le professeur Lumumba nous disait, vous n'avez pas la culture du chiffre. Et c'est un problème très grave sur l'ensemble des secteurs de l'État de ne pas disposer d'un outil de capacité de maîtriser notre population. Alors, on lit cette question aux élections, tout simplement comme une stratégie de déviation, c'est-à-dire amener la question du recensement pour tomber dans cet amour des glissements démocratiques, c'est-à-dire les glissements tout comme un argument technique, les recensements. Dit il faut au moins 3 ans. Alors, on va commencer ça vers fin 2021, comme ça on va avoir un argument technique. Donc, c'est le cours à cet argument fallacieux. Parce que si le ministère du Plan prend en charge cette question, il y a des partenaires qui sont prêts à nous accompagner. Lorsque nous enrôlons, nous arrivons à des montants extraordinaires, 400 millions de dollars, qui sont sortis dans l'urgence, mais on peut faire le recensement, même l'identification. L'ONIP n'existe pas aujourd'hui, mais l'ONIP peut être une priorité lorsqu'il fallait nous amener à des discussions politiciennes en 2015. Et dès lors que ça n'a pas été retenu, mon frère, le DG de l'ONIP, n'en parlait plus.
Et c'est moi qui me disais, mais prof, où est parti l'ONIP? Parce que l'ONIP, c'était un épouvantail pour obtenir une stratégie, n'est-ce pas, de conservation du pouvoir par des moyens soi-disant techniques. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, quel est le nœud qui bloque? Ça fait 60 ans que nous nous appelons République démocratique. Mais la démocratie, ce n'est pas le fait de se nommer démocratique ou d'avoir une constitution. C'est une culture. C'est un ensemble de valeurs. C'est un élément principal que vous devez comprendre que le pouvoir ne vous appartient pas. Ça appartient au peuple et que ce peuple, tous les 4 ans, tous les 5 ans, va vous demander des comptes et peut vous demander de partir ou de ne pas partir. Or, la conception du pouvoir que vous avez, c'est un pouvoir de type parental éternel. Donc, quand on est même chef de promotion, vous ne voulez pas quitter, vous ne voulez pas des élections. Déjà à ce niveau, on peut avoir 800 partis politiques. Aucun de ces partis n'organise un congrès électoral pour que le président fondateur, autorité morale, puisse céder le pouvoir. Alors, comment des partis non démocratiques peuvent-ils donner naissance à la démocratie? Donc le travail est là. C'est comme ça que nous disons les droits. Si vous ne comprenez pas qu'il y a une dimension anthropologique qui fera que on ne peut pas avoir de démocratie sans démocrate. Il faut vous convertir d'abord. Et à ce moment-là, vous allez voir. Vous n'aurez même pas besoin de l'enrôlement. Par exemple, en Afrique du Sud, leurs premières élections, ils ne se sont pas enrôlés. Mais la culture démocratique qui est dans l'ANC a fait que ils ont eu des élections et Mandela est parti 5 ans après. Depuis lors, ils ont commencé le processus après nous, en 1995. Mais ils sont aujourd'hui très avancés. Mais nous sommes dans cet autoritarisme arriéré qui fait que nous voulons toujours avoir des pères fondateurs que vous-même, vous ne voulez pas qu'ils quittent le pouvoir. Et lorsqu'un acteur politique vient vous dire nous allons rester au pouvoir jusqu'en 2030 ou jusqu'à l'arrivée du Christ, vous trouvez ça normal? Pourquoi la CENI? La CENI a été mise en place dans un contexte de méfiance totale entre les acteurs et on ne pouvait pas accepter que le ministre de l'Intérieur, comme ailleurs, puisse organiser des élections. Est-ce que le ministre de l'Intérieur chez nous est capable de proclamer vainqueur l'autre camp? Est-ce qu'il est capable de conduire un processus? Donc il y a plusieurs types d'organes de gestion électorale. Ça peut être un ministère, ça peut être un organe hybride. Nous avons cru qu'en mettant en place un organe où toutes les forces politiques vont se retrouver, eh bien, il y a d'acheter même la Constitution. Ils vont dire, attendez qu'on peut savoir, tout sur la Constitution, le pôle serait plus les athées. Mais les journaux officiels, c'est à vous. Combien d'entre vous ont déjà acheté un journal officiel? Mais lorsqu'il faut acheter la boisson, l'alcool, vous êtes les premiers. On le voit lors des séances de mémoire. Vous avez des costumes achetés la veille, des chaussures, mais parfois vous n'avez même pas corrigé votre mémoire. Donc vous êtes dans le paraître et non dans l'être. Et là, c'est ça le cœur. C'est-à-dire, les droits doivent être intériorisés. Et c'est ce que dit d'ailleurs l'article 46 de la Constitution, qui dit ceci. Et j'espère qu'il y aura un cours d'éducation à la Constitution au-delà du cours de droit constitutionnel. Et qui sera enseigné même à l'école maternelle. Si vous allez aux États-Unis, on leur apprend ce que représentent les États-Unis à l'école maternelle. On ne peut pas avoir une salle de classe sans le drapeau américain.
l'article 46 dit ceci. J'espère que il est important, l'article 45, le pouvoir public ont le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la